Bonsoir. Chantes-tu tantôt? Cette question, à chaque fois que je vois mon grand-père ou que je l'ai au téléphone, il me la pose. Ça lui fait plaisir de connaître l'itinéraire de ma tournée. Je pense que ça le rassure aussi un peu. Il dit bon, ça va, il galère pas trop, il a quand même des dates. Et il y a 3 ans, je me souviens, je suis allé prendre le goûter chez lui et il m'a posé cette question. Chantes-tu tantôt? Je lui ai donné la liste des concerts des semaines à venir. Et en même temps, j'ai senti dans cette question comme un point d'interrogation un peu plus profond, un peu plus épineux que juste est-ce que tu as des concerts. Comme s'il me demandait est-ce que tu as envie de faire ça de ta vie en fait. Est-ce que tu as envie à un moment de t'y plonger, corps et âme. À ce moment-là, j'étais en Master 1 de médias et communication au CELSA, qui est l'école de communication et de journalisme de la Sorbonne. Et avant de partir en stage, il fallait qu'on rende un mémoire. Et comme la musique occupait pas mal de temps déjà dans ma vie, j'avais des concerts, beaucoup de premières parties, et j'allais rentrer dans la phase d'enregistrement de mon premier album. Donc j'ai négocié avec la direction un passe-droit, et pour avoir un sujet de mémoire adapté, dont j'ai moi-même choisi l'énoncé. Et l'intitulé était « Enjeux et perspectives de la médiatisation de carrière d'un jeune artiste musical en développement, teamed up ». Juste un peu schizophrène. Et je me retrouve avec ce sujet de mémoire. Et c'est marrant parce qu'en école, on nous parlait tout le temps de notions de neutralité axiologique, de réflexivité. Autant vous dire que là, on n'y était pas du tout. Et donc, quand mon grand-père me pose cette question, ça me travaille. Je rentre chez moi le soir et impossible de trouver le sommeil. Ça mouline. Et sous les coups des 4 heures du matin, je me lève. Et sous l'impulsion, je sors mon ordi et je tape 6-7 pages au traitement de texte. Et ces pages-là vont finir sous la forme d'une lettre à la direction de ma directrice de master. Et en fait, je lui dis que je quitte l'école, que j'arrête les études. Ciao. Et je finis cette lettre par une phrase pleine de bons sentiments, mais très sincère. Il est temps pour moi d'être artiste, il est temps pour moi d'être heureux. Alors, pour être honnête, en vrai, un mémoire à rendre, 1 an et demi d'études, dans une vie, c'est pas non plus la mer à boire. Mais ça me paraissait tellement long, et surtout tellement décalé de ce que j'avais envie de faire. Donc, si j'ai pris le pari d'envoyer cette lettre, et peut-être de mettre à dos mon entourage, mes parents, occasionnellement, la direction, mon label qui s'était mis aussi un peu en garant de confiance auprès de mes parents. Ne vous inquiétez pas, il va finir ses études. Tu parles. Et si j'ai fait ce pari-là, c'est parce que j'étais fort d'une intuition, elle-même née d'une succession de doutes qui s'étaient accumulés dans ma vie les années précédentes, comme les pierres d'un chemin qui maintenant étaient enfin balisées. La première fois que j'ai été confronté au doute, c'est un doute existentiel parce que lié à la mort, à la disparition et au deuil d'un être cher, ça a été ma cousine et ma grand-mère. Et ce doute-là, il m'a interrogé sur mon rapport à la vie, le sens que je lui donnais, sur ma condition d'être de passage, et sur la transmission aussi. Qu'est-ce qu'on laisse de nous? Qu'est-ce que laissent ces gens une fois partis? Comme mémoire, comme souvenir, comme empreintes, comme leçons. Le deuxième doute, il est lié au savoir. Et ça, c'est mes études qui l'ont distillé peu à peu. À travers des rencontres déjà. Bon, la plupart du temps, quand on peut, c'est ça aussi les études, c'est rencontrer des gens qui viennent de milieux et de contextes socio-culturels différents des nôtres. Ça dépend des études. Et pour le coup, moi, ça a été le cas. Donc ça remet quand même pas mal de choses en question.
Et ensuite, ça a été des matières et des disciplines. Je pense à la sociologie, l'ethnologie, les sciences politiques, qui ont un peu chamboulé pas mal de convictions que je pouvais avoir, qu'elles soient spirituelles ou politiques, et qui ont aussi changé cette vision que j'avais un peu dichotomique du monde. Vrai ou faux, bon, mauvais, juste, injuste. Ça m'a donné plus de nuances, en fait. Et le troisième grand passeur de doute, ça a été les voyages. J'ai eu la chance, déjà petit en famille, de voyager. Mes parents m'ont quand même toujours transmis cet esprit de curiosité. Et après, j'ai voyagé par les études. Je suis parti en Erasmus, en Angleterre, à Colchester. C'est dans l'Essex. L'Essex, c'est un peu la Sarthe britannique. En plus, j'aime beaucoup la Sarthe. Et c'était assez ouf parce que j'étais dans une coloc où on était 7 de pays différents. Et avec des personnalités quand même assez fortes. J'avais par exemple un coloc allemand qui me parlait de Schopenhauer au petit-déj en bouffant du Roquefort. Et c'était l'endroit idéal en fait pour remettre en cause des tas de clichés et de préjugés qu'on avait les uns sur les autres. Et ensuite, j'ai voyagé seul ou entre amis. Et là, ça a été des voyages plus longs, plus loin, qui ont été des vraies boussoles intérieures. Parce qu'à chaque fois, la culture, la tradition, l'histoire, la nourriture, la façon de penser, de voir la vie, la mort, la fête, tout était différent. Ce qui décale les perspectives, ce qui fait du bien. J'ai eu la chance de sillonner une bonne partie de l'Europe. Je suis allé en Islande aussi, au Maghreb, au Canada, aux États-Unis, en Inde, au Japon. Des pays vraiment, vraiment sublimes, et en même temps, je mesure que c'est aussi une chance pour moi, le voyage, parce que c'est quand même partir avec l'idée que je peux rentrer un moment. C'est pas uniquement fuir. Et j'ai aussi pas mal vadrouillé en France, surtout métropolitaine, parce que les tournées de concerts, c'est ça aussi. On sillonne les routes un peu partout. On voit des gens différents partout, et en même temps assez semblables, avec beaucoup d'assemblances, ne serait-ce que l'envie de réussir sa vie, trouver un endroit dans lequel s'épanouir, s'émanciper. Et voyager, c'est à chaque fois remettre en cause ses habitudes, ses rengaines, son confort. Ce sont tous ces doutes-là qui sont empilés les uns sur les autres, mais sereinement, qui m'ont fait prendre conscience en fait que j'avais le droit, et même que j'avais le devoir d'admettre que le doute c'est une force, que je ne sais pas tout, loin de là, et que rien n'est tout à fait véritable, intangible, immuable. Bon, je ne suis pas complotiste, mais je crois qu'il n'y a pas de règle en fait. Douter, c'est pas remettre en cause des convictions, c'est les épauler, c'est les nuancer. Douter, c'est sans doute s'écouter davantage, faire confiance à son inspiration, à son intuition, à sa sensibilité. C'est pas être naïf. Donc avec le recul, est-ce que cette décision que j'ai prise en envoyant cette lettre, est-ce qu'elle était vraiment à contre-courant? De mon point de vue, non en fait. Elle était tellement rationnelle. Mais elle était à contre-courant de ce qu'il était à peu près commun de faire à ce moment-là. Et je me suis permis de douter de ce qui était familialement valable, de ce qui était socialement approprié, pour faire mon choix, et je regrette vraiment pas. Alors j'ai eu une discussion avec un pote le week-end dernier qui me disait qu'il ne croyait pas du tout au libre arbitre. Il y a sans doute du vrai là-dedans, je pense qu'on est contextualisé évidemment toute notre vie. Et ça a un insidu aussi sur nos choix. Mais je crois qu'il y a une fenêtre ouverte quand même. Un champ d'action dans lequel les individus, à un moment donné, ont 2 trajectoires et peuvent choisir aussi de leur propre chef. J'aurais bien aimé que des amis et des gens que j'ai rencontrés viennent aussi vous parler de contre-courant, parce qu'eux, au quotidien, ils avancent à contre-courant, dans leurs actions, dans leurs combats. Je pense à Frédéric et Pierre de Women Safe,
qui est une association qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales. Je pense à Guillaume, qui va en Tchétchénie et qui permet à des gens de fuir les arrestations, les persécutions, trouver asile en France. Je pense à Martin, qui a repris la ferme de son père pour en faire un domaine maraîcher bio et qui se bat au quotidien contre le lobbying et l'agro-business des grandes surfaces. Je pense à ces gens qui sont là aussi ce soir, qui parlent de contre-courant. Il y a beaucoup de gens qui avancent à contre-courant au quotidien. Et l'enjeu, c'est peut-être de faire de ces contre-courants justement des courants dominants parce qu'ils sont justes et parce qu'ils sont essentiels. Leur histoire, elle n'est pas vraiment comparable à la mienne. Mais s'il fallait tirer un trait commun, c'est peut-être ce doute. Cet accueil du doute, celui qu'on fait fleurir, qu'on cultive, celui auquel on veille, qui nous donne de la nuance. Ce doute qui fait qu'à un moment, on trouve son endroit, on s'y épanouit, et dans le meilleur des cas, on s'y émancipe. Et ça, je vous le souhaite à toutes et tous. Merci.